Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, une page méconnue de l'histoire d'Haïti, le jour où les Américains sont venus réclamer une portion du territoire haïtien. Dans l'émission d'aujourd'hui, urgence de connaître. Sous la présidence républicaine de Benjamin Harrison, les Américains viennent avec leurs 5 navires dans la rade de Port-au-Prince réclamer au président Florvil-Hippolyte un bail d'occupation à long terme du Môle Saint-Nicolas, une commune haïtienne. Située à la pointe nord-ouest d'Haïti, à une centaine de kilomètres de l'autre côté du passage du vent, depuis la baie de Guantanamo à Cuba, le Môle Saint-Nicolas est depuis longtemps convoité par les États-Unis. Il est comme un point clé entre les routes maritimes de l'océan Atlantique et de la mer des Caraïbes jusqu'à l'isthme de Panama et du Pacifique. Il représente un moyen important d'assurer la domination commerciale et militaire des Caraïbes, surtout dans l'optique de la construction du canal de Panama, un lieu idéal donc pour installer une base navale stratégique dans les Caraïbes. Lors de la guerre civile contre le général François Légitime, des partisans de Florvil-Hippolyte se seraient rendus à Washington pour négocier un soutien politique et militaire américain en échange de l'établissement d'un bail d'utilisation du Môle Saint-Nicolas par les Américains. Mais cette crise, au-delà de son enjeu territorial, est de la preuve criante d'un impérialisme crétin, vulgaire et grossier. C'est une crise d'acteurs majeurs, d'hommes majuscules. Nous sommes à la fin du 19e siècle, et cet événement est l'illustration parfaite d'une vision géopolitique encore actuelle aujourd'hui dans la région. L'homme qui arrive à la tête du convoi, c'est l'amiral Bancroft Gherardi, un homme qui a servi pendant les guerres américano-mexicaines et civiles américaines, qui a assisté au bombardement d'Alexandrie en Égypte en 1882. Un homme chevronné, un militaire d'expérience, le commandant en chef de la flotte de l'Atlantique Nord. C'est cet homme qui arrive à la rade de Port-au-Prince en cette fin du mois de janvier 1891. Haïti se remet d'un conflit larvé entre Florvil-Hippolyte et François Légitime, dans lequel sort gagnant le premier. Le pays est divisé, un couvre-feu est en vigueur, le risque d'un putsch est présent dans l'esprit du nouveau président, un militaire pur et dur qui connaît la fragilité des alliances au sein de cette institution. L'administration américaine, pour avoir soutenu le général Hippolyte, connaît cette fragilité et choisit ce moment précis pour placer sa demande. Elle sait qu'un renversement de régime peut vouloir dire la fin de leurs petits arrangements. L'amiral Bancroft Gherardi dispose de peu de ressources légales pour s'adjuger la commune de Môle Saint-Nicolas. Au sein de l'ambassade américaine à Port-au-Prince, on connaît depuis le 1er janvier 1891 les intentions du gouvernement américain. L'amiral Bancroft Gherardi rencontre le président Hippolyte et son ministre des Affaires extérieures, Anténor Firmin, au Palais national. Gherardi rappelle à Hippolyte que les États-Unis ont été un grand ami de son gouvernement, lui apportant un soutien diplomatique et militaire pendant sa lutte pour la présidence. Il souligne également que les envoyés d'Hippolyte à Washington avaient promis de soutenir un bail américain sur le Môle Saint-Nicolas si celui-ci arrivait au pouvoir. Le président Hippolyte a-t-il promis une partie du territoire haïtien aux Américains? En tout cas, c'est Anténor Firmin, en sa qualité de ministre des Affaires étrangères, qui mène les négociations. Nous avons déjà parlé de Firmin sur Haïti Culture et Perspective. Le brillant écrivain haïtien s'adonne à une merveille de négociation avec les Américains. Connaissant la force de frappe de l'amiral Gherardi, il négocie. Il leur oppose le droit international qui s'oppose à une telle manœuvre d'intimidation d'un peuple souverain. Mais surtout, Firmin sait qu'il dispose d'un outil de taille, la Constitution du 9 octobre 1889. En tant que juriste, il a fait lui-même partie de l'Assemblée constituante qui a pondu cette Constitution 2 ans plus tôt. Il se souvient de son article 1er
alinéa 1 qui stipule: la République d'Haïti est une et indivisible, essentiellement libre, souveraine et indépendante. Alors, il leur dit que même si son actuel président leur faisait une telle promesse, par cet acte même, il se mettrait hors la loi et de facto, cette proposition serait anticonstitutionnelle. Autrement dit, les documents dont dispose l'amiral Gérardi sont déclarés nuls et non avenus. Alors, l'amiral Gérardi recule. Sa manœuvre n'a pas d'autre destin que d'échouer grossièrement. Mais si Anténor Firmin développe une stratégie de négociation aussi efficace, c'est parce qu'un homme lui souffle à l'oreille des informations de premier plan. Car cet homme est bien placé. En effet, en cette fin du mois de janvier 1891, cet homme est déjà basé à Washington. L'homme de l'ombre, l'homme à Washington. Pas Benjamin Harrison, le président américain élu grâce au vote des Noirs, mais qui ne les protège pas du racisme systémique qui fait déjà des ravages. Non, cet homme s'appelle Price, Hannibal Price. Et comme son nom ne l'indique pas, il est haïtien. Pas n'importe quel haïtien. Un patriote extraordinaire. Un homme fondamental qui voit le jour à Jacmel en 1841. Il effectue des études primaires à Jacmel. Mais Hannibal quitte l'école à 14 ans et s'engage dans la vie active. L'homme est un besogneux qui compense son absence d'instruction par le travail acharné. Il devient un homme d'affaires redoutable. L'homme est un patriote, militant, convaincu par les idées libérales progressistes. Alors, il se lance en politique. Il se présente aux élections législatives de 1876. Il devient député puis président de la Chambre. Gênant, le président Michel Domingue le bannit. Il est contraint à l'exil à l'été 1879. Il passe plusieurs années au Panama, où il se consacre aux affaires. Il est engagé dans la société française qui travaille à la construction du canal de Panama. Le président Florvil Hippolyte le rappelle pour le nommer ambassadeur à Washington en 1890. Il reste 3 ans en poste, de 1890 à 1893 donc. C'est au cours de cette période qu'il se livre à une longue réflexion sur l'identité haïtienne et écrit son ouvrage majeur de la réhabilitation de la race noire par la République d'Haïti. Ouvrage qui sera publié à titre posthume en 1899. C'est également à cet instant qu'éclate l'affaire du faux bail du Mall Saint-Nicolas. Que fait l'ambassadeur? Juste son rôle d'ambassadeur, son rôle normal, son rôle de patriote au service de son pays. Il collecte des informations sur l'affaire. De son poste à Washington, il fournit ces informations à son gouvernement et le pousse à résister à cette autre tentative de spoliation du territoire haïtien. Faisant parler ses relations, il se tient au courant des stratégies préparées à Washington. Il attire l'attention de Firmin sur les faux documents utilisés par le gouvernement américain dans ce dossier et les erreurs de protocole. Tout au long des négociations au Palais national en janvier 1891, entre Gérardi, Anténor Firmin et Florvil Hippolyte, il y a un homme qui est là malgré lui. Un homme qui aurait dû être le négociateur principal, mais dont le pouvoir s'en trouve diminué en raison de plusieurs déterminants. Cet homme, c'est Frederick Douglass. Il est ambassadeur américain à Port-au-Prince depuis la fin de l'année 1889. Et si son pouvoir s'en trouve diminué, c'est parce qu'à son arrivée au poste en 1889, il a été confronté à une crise, celle de l'affaire Clyde & Company, qui a poussé son propre gouvernement à se méfier de lui. Pour comprendre le dénouement de cette affaire du faux bail du Mall Saint-Nicolas, il faut comprendre qui est Frederick Douglass et ses relations avec le milieu d'affaires américain. Frederick Douglass est un ancien esclave du Maryland, devenu un éminent activiste, écrivain et conférencier. Il devient un chef de file du mouvement abolitionniste qui cherche à mettre fin à la pratique de l'esclavage avant et pendant la guerre de sécession.
Après la guerre civile américaine et la proclamation d'émancipation de 1862, il devient un franc collaborateur du président Abraham Lincoln. Il continue à faire pression pour l'égalité et les droits de l'homme dans tout le pays. Aux élections de 1888, il assure une victoire à Benjamin Harrison en lui apportant son soutien pour l'obtention des voix de la communauté noire des États du Nord des États-Unis. En signe de reconnaissance, le président le nomme ambassadeur en Haïti en 1889 à l'âge de 71 ans. Frederick Douglass, qui vient de se présenter aux élections sous la bannière du Parti républicain et qui est le premier noir à avoir reçu des votes à une élection présidentielle, obtient son premier vrai poste politique. En réalité, il est à la fois critiqué par la communauté noire qui le perçoit comme un instrument de l'impérialisme américain et par les blancs conservateurs qui ont peur qu'il soit plus noir, donc plus haïtien qu'américain. Après tout, Haïti est le premier pays du monde à avoir renversé un système esclavagiste. Des voix américaines expriment un risque d'assimilation trop prononcé pour leurs diplomates, interdit de manger avec les Blancs lors de sa traversée en bateau à vapeur pour venir occuper sa mission en Haïti. Dès le début, l'Amérique n'a pas confiance en lui. L'affaire Clyde & Company viendra comme un clou supplémentaire dans le cercueil de Douglass. En effet, Clyde & Company est une entreprise commerciale dont le siège est alors à New York. Son PDG est William P. Clyde. L'entreprise souhaite s'implanter en Haïti en offrant des services de transport en bateau à vapeur entre New York et 7 ports haïtiens. Mais pour cela, il fallait que le gouvernement lui assure quelques faveurs. Une réduction des droits de port et des frais de tonnage pour les navires américains, un monopole de la société sur le trafic des navires à vapeur et une subvention de $1 million du gouvernement haïtien. Lors des négociations, l'homme d'affaires William P. Clyde, qui est à la fois méprisant à l'égard du gouvernement haïtien et de son propre ambassadeur, n'obtient pas les faveurs réclamées. Il se déclare déçu des efforts de l'ambassadeur Douglass. S'il reçoit une prime de $5 000 en or, il n'obtient pas tous les avantages escomptés et le projet n'aboutit pas. Douglass est accusé d'affection excessive pour les Haïtiens et on le déclare inapte à défendre les intérêts des entreprises américaines en Haïti. Douglass est alors devenu plus haïtien qu'américain selon la presse. Une campagne est alors menée dans la presse américaine afin de démettre Douglass de ses fonctions. Pourtant, le choix de Douglass en Haïti, celui du secrétaire d'État américain James Blaine, n'est pas anodin. Il pensait que le fait d'envoyer des ambassadeurs noirs dans les pays noirs comme Haïti ou le Libéria allait faciliter les relations d'affaires au profit des États-Unis. Le voilà déçu de cette première expérience de Douglass avec William P. Clyde. Mais pas question pour le président Benjamin Harrison de révoquer Douglass et de compromettre ses chances de réélection grâce au vote des Noirs. Douglass est donc maintenu en poste, mais plus pantin que jamais. Vous l'auriez compris. L'ambassadeur qui accompagne l'amiral Bancroft Gérardi au Palais national pour négocier avec le président Hippolyte et surtout avec le ministre des Affaires étrangères Anténor Firmin est bel et bien Frederick Douglass. Le gouvernement américain charge non pas Douglass mais Gérardi comme négociateur principal. Douglass sert uniquement d'une présence noire dans les négociations afin de donner confiance aux autorités haïtiennes. Curieusement, ce mépris dont il fait l'objet, cette absence de clarté et de centralisation des revendications américaines va être exploité de manière habile par Anténor Firmin. Firmin bénéficie de cette division pour remporter les négociations et garder Mont-Saint-Nicolas dans le giron national. En effet, les demandes étant au nom d'une autre personne que l'ambassadeur, Firmin conteste leur validité. La signature de Gérardi leur enlève toute validité au regard du droit international. Car ce dernier n'a jamais présenté ses lettres de créance au gouvernement haïtien. Les nouvelles demandes flanquées d'autres signatures apportent plus de confusion encore dans le processus. Le gouvernement américain perd alors toute crédibilité et Firmin rejette sa demande en dépit de la présence à la rade de Port-au-Prince de 4 navires de guerre américains transportant 100 canons et 2000 hommes. Après cet épisode dans lequel la diplomatie américaine s'en trouve humiliée,
Frederick Douglass est alors lynché médiatiquement. Il est la victime collatérale de l'habileté de Firmin et de Price. Sans les informations d'Hannibal Price et la volonté d'Anténor Firmin, peut-être que les États-Unis auraient eu leur base militaire dans le nord d'Haïti. Après tout, quelques années plus tard, ils s'installèrent à Guantanamo et s'y trouvent encore aujourd'hui. En tout cas, cette crise montre à la fois la logique de harcèlement et le paternalisme de l'administration américaine vis-à-vis d'Haïti. Anténor Firmin meurt en exil alors qu'il est malade d'un cancer. Ses ennemis politiques désormais au gouvernement haïtien refusent qu'il rentre au pays. Les Américains, qui ne lui ont jamais pardonné de leur avoir tenu tête, se réjouissent de sa mort, survenue à Saint-Thomas le 19 septembre 1911. Quant à l'amiral Bancroft Gérardi, il prend sa retraite de la marine le 10 novembre 1894. Il meurt à son domicile de Stratford, dans le Connecticut, le 10 décembre 1903. De son côté, Hannibal Price décède à Brooklyn en 1893, quelques années seulement après les incidents. Son œuvre de la réhabilitation de la race noire par la République d'Haïti aura un impact considérable sur les intellectuels de cette époque. Ce livre est un coup de fouet car il pose la question difficile de l'identité de l'homme haïtien. Enfin, Frederick Douglass, instrumentalisé dès le début, est ostracisé dans son propre pays. On l'accuse d'avoir été plus haïtien qu'autre chose. Au fond, on l'accuse d'être noir, et pour les plus racistes des Américains, si les Haïtiens ont été aussi astucieux dans leur utilisation du droit international et de la Constitution de 1889, c'est forcément parce que l'ambassadeur Douglass les a aidés. Accusé de trahison, il est banni du circuit diplomatique et meurt le 20 février 1895 à Washington. Aujourd'hui, le Mall Saint-Nicolas est toujours haïtien, malgré plusieurs tentatives américaines de l'annexer à des fins militaires. D'autres territoires ont été contestés par les Américains au cours des années. La Tortue, l'île à Vache, la Navase, l'Abadie. Aujourd'hui, l'intérêt se serait déplacé vers Lagonave, cette toute petite île en face de la baie de Port-au-Prince. Plus que jamais, l'intégrité du territoire est menacée. Mais Haïti ne dispose plus de Firmin ou de Price pour la défendre. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette page de l'histoire d'Haïti au cours de laquelle Anténor Firmin et Hannibal Price ont défendu l'intégrité du territoire haïtien. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt pour une nouvelle émission sur Haïti, Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.